Bonjour Dominique Leonetti de Lazuli, bienvenue chez Profile Proc, je suis Sébastien, on se connaît déjà. Première question, Dominique, comment te sens-tu, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Sébastien. Écoute, ça va, tout va bien. Autant que se peut, hein, puisque on est dans une période un peu étrange, donc je vais bien, mais avec une petite pointe voilà, d'angoisse et d'amertume, mais on en discutera, j'imagine, un petit peu. Oui, ça c'est évident. Alors, on va parler d'une chose. Bon, déjà, le 15 février 2020, c'est une date qui compte. Le neuvième album, après 20 ans de carrière, le fabuleux envol de Dieter Bohn. Alors, Dieter Bohn, je vais faire un rime, c'était dithyrambique. Les chroniques ont été dithyrambiques. Euh, voilà. Est-ce que c'est au final un des meilleurs albums pour le moment? Euh, Effectivement, c'est ce qui a été écrit, la presse qu'on a eue à la sortie de l'album surtout ce qui m'importe le plus aussi, c'est le retour de nos auditeurs en fait. C'est ce qui a été dit. Il y a un petit peu ça unanimement. On a forcément quelques détracteurs, mais qui n'en a pas. Oui, c'est un petit peu ce que l'album a laissé comme trace. Maintenant, moi, je suis mal placé pour savoir si c'est le meilleur album de Lazuli. J'espère pas. J'espère que le meilleur album sera celui d'après. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un album euh, dans lequel on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de nous. On a tendance à faire ça systématiquement, hein, mais j'ai toujours l'impression qu'on arrive à donner plus à chaque nouvel album. Alors voilà, c'est le dernier en date. Peut-être on est arrivé à mettre encore plus de nous dans celui-ci. Alors c'est vrai, il n'y a pas de doute, il est très abouti, très travaillé, le résultat est vraiment magnifique. Comment êtes-vous arrivé à ce résultat d'un point de vue musical? D'un point de vue musical, alors euh, je pense que déjà le fait d'avoir fait pas mal de scènes ces dernières années, ça a créé une certaine cohésion et une certaine vision des choses enfin, qui sonnent plus facilement aussi. Je crois qu'on a tendance, d'album en album, on a envie de se rapprocher des sensations qu'on a sur scène. Et, euh, et j'imagine qu'on est allé vers ça aussi. Il y a eu euh, peut-être plus le besoin de faire aussi des chansons aussi, euh, même si c'est ça à chaque fois. Euh, j'ai l'impression que là, on voulait. Sincèrement, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots quand on parle de notre musique, parce que c'est quelque chose qu'on fait avec euh, assez de spontanéité, en fait, où on essaie de pas réfléchir, du moins, même s'il y a un travail très laborieux, même si moi je gamberge énormément, euh, même souvent un petit peu trop, mais il y a quelque chose que j'essaie de plus en plus d'aller chercher au fond de moi et de déverser, et je me pose pas la question, en fait, à savoir ce qui nous a amené à ça. Euh, Là, j'ai l'impression que ça a été peut-être encore plus spontané que d'habitude. Euh, et l'envie aussi, bon, cet album, c'est quand même un album qui nous a été inspiré par nos fans en général. Euh, et du coup, il y avait peut-être ce besoin d'essayer de faire comprendre l'amour qu'on avait pour nos auditeurs, en fait, le profond respect qu'on a pour eux et grâce à eux, en fait, je pense que si nous on existe, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui nous permettent d'exister. Et on avait donc c'était vraiment un message d'amour et peut-être que ça a été plus facile. En fait, peut-être qu'il est plus facile peut-être que là on sent l'amour davantage qu'on a voulu partager quoi. En fait, peut-être que en studio, vous vous êtes dit, tiens, c'est comme si on était sur scène, on branche les guitares, on branche le matos, on y va, on se pose pas de questions, c'est spontané, ça part. Comme si on avait dans nos têtes le public en face. Oui,
il y avait vraiment peut-être plus de ça, plus que d'habitude, effectivement. Ouais, oui. C'est peut-être ça l'idée justement, et finalement vous projeter en studio comme si vous étiez sur scène devant vos fans, tout simplement. Complètement. En plus, je sais qu'on nous reproche très souvent enfin, moi, je prends ça comme un grand compliment, puisqu'on on nous dit souvent, voilà, vous êtes un groupe de scène, et certains ont du mal à retrouver aussi ce qui se passe sur scène et à le retrouver à l'intérieur des disques. Donc, il y a de temps en temps comme une petite frustration de ne pas retrouver, de pas retrouver ce qui se passe sur scène. Donc, nous, je pense qu'inconsciemment, on a de cesse que d'essayer d'avoir cette énergie-là au plus possible, le plus possible sur nos albums, même si au final, c'est une mission impossible. Hein. Parce que c'est forcément un album, c'est forcément réducteur. En fait, rien ne remplacera la scène et tant mieux. Euh, mais voilà, peut-être que on a essayé d'aller chercher cette spontanéité, même si ça a été un travail enfin, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture et donc en me posant plein de questions existentielles aussi, hein, comme d'habitude. Mais peut-être que voilà, il y a plus. Là, il y a peut-être davantage de spontanéité. Ouais. Alors tu parles d'écriture justement, bon, parce que je pense que ta force, la force de Lazuli, c'est ta qualité de texte, ton implication, ton travail. J'adore vraiment t'écouter, c'est comme si on te lisait en fait, lorsqu'on écoute un de tes albums. Euh, Alors, comme un écrivain, est-ce que tu as un rituel d'écriture? Est-ce que tu te lèves à 5 heures du matin, à la bougie? Est-ce que tu as un petit truc qui te fait mettre dans dans ta bulle pour être inspiré, pour créer? C'est quoi ton petit secret, ton petit truc? Alors si j'avais trouvé ce truc-là, je crois que je serais, j'écrirais davantage encore que ça. Non, je pense pas qu'il y ait véritablement un secret. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est qu'au fil du temps, euh, j'arrive quand même à déclencher. Je sais pas je sais pas comment ça se passe. Hein. Il y a un petit côté magique entre guillemets, c'est il y a des moments où on a, j'imagine qu'on a un trop plein et qu'à un moment donné, bah, ça se déverse et j'arrive à sentir ces moments-là. En fait, c'est-à-dire que euh, je vais pas me forcer. Je me suis jamais forcé pour écrire, mais donc à un moment donné, il y a une évidence en fait. Il faut que j'écrive et j'arrive pas du tout à l'expliquer. Mais du coup, là maintenant, il y a une certitude, c'est que j'arrive à être au plus proche, de plus en plus proche de ce que je ressens. J'arrive à le retranscrire de mieux en mieux. Enfin, je suis au plus près de ce que je ressens de plus en plus. Et au fil des albums, je sens cette évolution et je sens en fait que j'arrive à me mettre dans cet état-là, même quand il y a du bruit autour, même quand il y a ce qui me rend un petit peu, de temps en temps, ma femme me reproche d'être absent, parce que je suis là, mais je suis absent, et je sais que j'ai tendance à, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de petit bouton on-off, ou un bouton qui bascule sur, ben, je suis parti dans mon monde, alors en même temps, elle me le reproche, mais gentiment, hein, parce que elle sait elle sait que j'ai besoin de ça pour continuer à exister, en fait. C'est vraiment un besoin que j'ai d'écrire. Mais je ne sais toujours pas ce qui déclenche ça véritablement. C'est la vie d'artiste. Alors Ouais. justement, la petite question, justement, une petite anecdote, j'étais au restaurant avec un ami, on parlait de ton dernier album, et on se posait une question, mais c'est qui ce Dieter Bohn? Alors, Est-ce que c'est une personne qui existe ou c'est un personnage fictif qui symbolise un fan parmi tant d'autres? Au fond, c'est qui? On veut savoir. on veut savoir. Ça aurait pu être un personnage fictif. Puisqu'à travers ce Dieterbaum, en fait, on parle de tous nos auditeurs, de tous nos fans, en fait. Euh, tous les gens sans qui notre musique n'existerait pas.
Euh, donc ça aurait pu être ce personnage fictif qui réunisse tous nos fans, mais à vrai dire, ce qui a déclenché ça, c'est le véritable Dieter Bohn. C'est quelqu'un qui existe véritablement. Euh, En fait, il y a quelques années, euh, on était en concert, c'était en Angleterre, et, euh, et on a remarqué au milieu de la salle, en fait, il y avait un de nos auditeurs, enfin, un des spectateurs qui était là, et qui avait les yeux fermés et qui était totalement, on le sentait totalement transporté par la musique. Et je ne sais pas pourquoi, on a tous bloqué, on a tous remarqué ce personnage en plein milieu de la salle. Et à la sortie de la scène, il y a, je ne sais pas lequel d'entre nous a fait cette boutade, en fait, et a dit, vous avez remarqué le gars au milieu de la salle vous avez vu le mec avec les yeux fermés? On dit, ouais, on l'a tous vu. Ouais. Et, euh, et en fait, vous avez remarqué, il y a ses pieds qui ont décollé du sol. Et, et en fait, ouais, on a ri. Et ça en est resté là, en fait. Voilà, cette phrase m'a marqué. Je ne le savais pas encore véritablement qu'elle m'avait marqué à ce point. Mais voilà, elle est restée dans un coin de mon inconscient. Et il s'est avéré que le concert suivant, ce gars était toujours là. Euh, Et il et, flottait toujours. et il flottait toujours. Et il était toujours dans le même état. Alors, on a régulièrement des gens comme ça, et ça nous touche beaucoup de voir qu'il y a cette communion. Et ça, c'est quelque chose de très qu'on ne perçoit que quand on est sur scène, en fait. Et c'est quelque chose de totalement magique. Et moi, c'est vraiment mon moteur, en fait, pour faire de la scène, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très traqueux, mais c'est ça qui me raccroche à ce besoin et cette envie d'aller sur scène, alors que naturellement, j'aurais plutôt tendance à vouloir partir de l'autre côté. C'est vraiment ces regards-là et ces moments, ces choses que je perçois. Et donc voilà, je reprends mon histoire. En fait, ce gars se retrouvait. Alors, on était là, c'était sur notre tournée anglaise. Il était de partout. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, ce mec-là, eh ben, on l'a revu plus tard en Allemagne, on l'a revu en Hollande, on l'a revu en Espagne, on l'a revu en France. En fait, il était toujours là. Et un jour après un concert, ça c'était en Suisse, euh, eh ben, je vais voir à la fin après le concert, en fait, ben, je profite pour aller faire un petit tour. Il y restait quelques personnes dans la salle, et notamment ce gars-là. Et donc, je suis allé le voir. Par curiosité, j'avais vraiment. Et je suis allé voir ce gars, j'apprends qu'il s'appelle Dieter Bohn, et je commence à discuter avec lui. Alors, c'est un Allemand, c'est un fan allemand, mais ouais, il mélange. Alors, il est assez marrant parce qu'il mélange l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français. C'est une sorte. Je ne sais pas si tu te souviens du personnage Salvatore dans Le Nom de la Rose. En fait, Oui. il y a un personnage comme ça qui parle en espéranto, ou je ne sais pas véritablement s'il parle en espéranto ou s'il mélange toutes les langues. Et en fait, c'est un petit peu. Voilà, Dieter Bohn est un petit peu comme ça. Et quelqu'un d'assez atypique. Et, euh, et du coup, donc, je commence à discuter avec lui et il me dit, en fait, je comprends avec tous ces mots mélangés, je comprends que notre musique, en fait, qu'il a vécu quelque chose de dramatique dans sa vie ou quelque chose de pas facile, je ne sais pas exactement quoi, par pudeur, je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Et il me dit que notre musique l'a sauvé. Et là, forcément, quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça, tu es forcément ému. Et moi, j'ai été touché par ces quelques mots que j'ai compris ou que j'ai cru comprendre. Voilà. Tout ça, voilà, tout ça m'a nourri. Plus tard, après, on a pris l'habitude de voir cette personne et puis ben, on est allé boire des bières ensemble. Donc, on le connaît sans véritablement le connaître, mais c'est quelqu'un qui nous est cher, étrangement, même sans se connaître véritablement. Et, euh, et un jour, ben, là, on revenait, je me souviens, on revenait on était dans le camion. Pour une fois, je conduisais pas. Et du coup, j'étais derrière et il y a quelques mots qui me sont venus. Et j'ai commencé à écrire une chanson qui s'appelait Dieter Bohn. Donc, c'est une des chansons qui est dans l'album. Et j'ai commencé à écrire le texte qui est venu très facilement. Et je l'ai fait lire autour de moi dans le camion. Et puis là, ben, il y a de suite eu une certaine.
Euh, ça a Osmose. plu. Jed à l'époque me dit ah, ça pourrait devenir une histoire et en fait il a dit ce qu'il fallait pas dire, c'est-à-dire que là ben, dans ma tête en fait toutes les synapses ont commencé à s'affoler, à s'entrechoquer et puis là j'ai eu une sorte de crise dans les dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu une crise d'écriture et puis je me suis mis à écrire et puis les morceaux se sont enchaînés et assez rapidement il est, il y a, les morceaux comme ça se sont enchaînés il y a eu une cohésion malgré moi. Euh, et, et voilà, ce Dieterbaum, en fait, voilà, pour revenir à ta question de départ, ce Dieterbaum est quelqu'un qui existe véritablement. Mais je tiens vraiment à dire qu'à travers lui, je parle pas que de lui, puisqu'en fait j'ai beaucoup extrapolé sur la personne qu'il est, puisque je ne le connais pas suffisamment. Et à travers lui, c'est vraiment un hommage à tous nos fans. C'est vraiment lui m'a inspiré, mais je pense que c'est tous les visages et tous les gens qu'on rencontre qui ont inspiré cet album. C'est le symbole peut-être des amoureux de la musique. Au-delà même de Lazuli, tout simplement des gens qui vont au concert, qui sont dans leur monde, pour qui la musique compte, Oui, qui écoutent la musique et qui font vivre les artistes en achetant des albums, en achetant des tickets, et bien plus que ça, en leur rendant hommage, parce que pour vous, ça vous donne un cadeau immense, ça donne un oui, sens à votre métier, tout simplement. complètement. Et en plus à travers ça, je sais que je suis allé puiser aussi sans doute, je m'en suis aperçu après, hein, parce que quand j'agis, je me pose pas ces questions-là, mais après, en ayant un regard sur le travail, je m'aperçois que je suis allé aussi chercher des sensations que moi j'avais eues en tant que fan aussi, en tant qu'auditeur, avec des groupes, les groupes qui m'ont, je suis allé, je pense, je suis allé rechercher dans mon adolescence aussi, au moment où j'avais besoin de où la musique m'a aidé aussi, parce que l'adolescence est une période assez étrange, et puis je crois que beaucoup, je suis pas le seul dans ce cas-là, beaucoup se raccrochent à la musique, et, euh, et je pense que je suis allé aussi puiser en moi sur ça. Et pour en revenir par rapport à ce que tu dis au niveau de tous les fans, il y a d'ailleurs pas mal de gens, c'est quelque chose qui a été récurrent dans notre boîte mail, c'est des gens qui nous disaient ben, je suis éditeur. C'est Euh, qui revendiquaient le fait d'être eux aussi Dieterbaum. Et ça, voilà. Ça, c'était un beau cadeau aussi. C'est-à-dire que là, il a vraiment été clair que les gens avaient compris que c'est à travers Dieterbaum, c'était à eux aussi que ça s'adressait. Finalement, c'est peut-être l'album le plus rempli d'amour de notre carrière. Ouais. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a ce retour aussi. Peut-être que ça a été perçu. Donc il y a eu peut-être ça a enlevé à travers Dieterbaum. Enfin, c'est cet amour. Je suis quelqu'un d'assez pudique aussi, donc j'avais besoin de le faire, d'envoyer ce message d'amour aussi, peut-être De à façon travers ce poétique. Dieterbaum en fait. À travers ce Dieterbaum, je m'aperçois que voilà, ça a été plus facile d'exprimer l'amour. Et du coup, ça a peut-être fait tomber un petit peu de pudeur et le retour n'a été que plus fort aussi. Peut-être que là, les, les gens ont été à cœur ouvert peut-être davantage, j'imagine. Ils ont été touchés en plein cœur. J'ai cette impression-là aussi. Même si tout, tout ça, tout ça n'a pas été écrit pour, si tu Pour veux, cela, quoi. au moment où on agit, moi, au moment où j'écris, je réfléchis pas du tout à chercher à avoir un impact. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas, Non, c'est euh, un message sincère de ta part, de votre part, tout simplement, quoi. C'est, vous ouais, posez pas de questions. Cette histoire a été servie comme un plateau, quelque part, de voir ce type d'un concert qui flotte. Quelque part, oui, c'est servi comme un plateau, puisque finalement, ça cogite. Et dans le camion, ça vient comme quelque chose de tout à fait naturel, quoi. ouais, ouais. Oui, totalement. Parce que j'ai jamais. Au départ, quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas dit tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je me suis pas dit c'est une déclaration d'amour. C'est pas du tout ça. En fait, je me suis aperçu après que c'était une véritable déclaration d'amour. Et,
Donc il y a jamais, voilà, j'ai jamais cherché à aucun moment les ficelles qui pouvaient déclencher ces trucs-là. Non, non, voilà, tout est totalement naturel et sincère et sans préméditation. Et c'est pour ça que les retours sont encore plus beaux pour moi euh, parce que tout ça revient naturellement aussi. Et voilà, si on ne vivait pas des choses étranges en ce moment, ce serait un monde parfait pour moi. Oui, parce que malheureusement, dans cette année 2020, outre l'épidémie, elle a été aussi une période compliquée pour vous. Bon, on va pas se mentir, si tu souhaites l'évoquer, on a Oui. tous reçu un message en juillet qui évoquait justement bah, le départ de Jed après toutes ces années, bon, qui a été vécu clairement, bon, on le sait, comme un drame. Bon, maintenant, quelques mois plus tard, comment tu vois les choses rétrospectivement? Et est-ce que tu peux nous parler du remplaçant? C'est Arnaud hein, Ouais. qui est arrivé chez vous. Voilà, comment qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Oh, je peux tout dire, puisqu'en fait, il y a vraiment pas de secret, et puis tellement pas de, D'amertume. ch- tellement pas de choses. Il n'y a pas de choses moches, donc voilà, du coup, il n'y a pas de choses qu'on pourrait terrer. Euh, et ben, là, par contre, ça a été les montagnes russes, en fait, hein, les montagnes russes des émotions et euh, ouais, non, par rapport à Jed, en fait. C'était quelque chose de totalement inattendu, totalement, mais vraiment. Donc ça nous a bouleversés. En même temps, on a vite relativisé aussi, on l'a perçu comme un drame, effectivement, mais il y a tellement de choses plus graves qui se passent de partout que finalement on n'avait pas le droit de prendre ça comme la fin du monde. Et, même si on a vraiment eu cette impression-là, surtout mon frère et moi, ben Jed, c'est notre frangin aussi, et on s'attendait tellement pas à ça. Surtout à ce moment-là où il était en totale adéquation, en plus avec cet album, je sais qu'il était fier de cet album aussi, il nous l'a dit, il a même dit à d'autres, ça nous a été rapporté après. Nous, on a tout fait aussi pour qu'il puisse, qu'il puisse être très présent aussi sur cet album. On s'attendait absolument pas à ça dans le sens où c'était le beau fixe. Vraiment, avec Jed, il n'y a jamais eu, on s'est disputé en 15 ans, on a eu une altercation en 15 ans. Je pense pas que beaucoup d'êtres humains puissent. Enfin, c'est quand même des relations. Surtout, on a de fortes relations de travail. On a quand même beaucoup de promiscuité. Eh ben, avoir juste un petit mot au-dessus. Il y a eu une incompréhension entre nous. Ça a duré 5 minutes en fait. Et ça venait de moi. Je me suis excusé, on s'est pris dans les bras et voilà, c'était fini. Il n'y a jamais rien eu d'autre. Donc, avec Jeanne, on n'a jamais pu imaginer. J'ai jamais pu imaginer que nos chemins euh, Se séparer. puissent, puissent se séparer. Euh, il est alors là, après, je ne sais pas ce qui l'a amené à cette réflexion. Je pense que euh, est-ce qu'il a eu la sensation qu'on soit arrivé à un certain point et qu'il ne pouvait pas attendre peut-être quelque chose de supplémentaire dans notre histoire et que peut-être il voulait l'arrêter là. Je pense, moi, sincèrement, que le confinement qu'on a tous vécu a bouleversé beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai été bouleversé aussi. Et je veux dire, c'est quelque chose de totalement inattendu. Et on est en pleine science-fiction. Euh, Jed, Jed a peut-être été touché davantage. Peut-être il s'est posé des questions existentielles. Je, moi, j'ai envie, enfin, j'espère qu'il a pris la bonne, qu'il a, voilà, il a fait ça en son âme et conscience. Donc, j'espère qu'il a pris la bonne décision pour lui. Moi, je me dis, je ne comprends toujours pas comment il va faire pour se passer des choses qu'on a vécues jusque-là, et en sachant il ne les vivra plus. Celle-ci, j'espère qu'il vivra d'autres belles choses en dehors de la musique, puisqu'en fait, il a envie de passer à autre chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il s'est senti arriver au bout de quelque chose, lui, dans ses capacités? J'en ai strictement aucune idée. On en a discuté, mais euh,
Et j'ai eu l'impression qu'il n'était pas super clair par rapport à ça. Il n'a pas voulu nous faire du mal aussi, donc peut-être il n'est pas rentré dans des détails. Il n'a rien à nous reprocher. On n'a rien à lui reprocher aussi. Ben, nos chemins se séparent. C'est son choix. On a été surpris. Après, je t'assure, hein, ça a été vraiment. J'ai eu l'impression de vivre un cauchemar, hein, quand tu t'attends pas à quelque chose. Mais après coup, je me suis dit que c'est un petit peu comme dans un couple, en fait. Est-ce que quelqu'un, quand un couple s'aime plus, ce qui n'est pas le cas avec Jed, mais est-ce que il vaut pas mieux que ce couple se sépare parce que pourquoi tu resterais avec quelqu'un que. Enfin, il y a rien de pire de rester par obligation, et si c'était ce qu'il sentait, il valait mieux effectivement qu'il arrête l'histoire. Donc, après coup, je me dis qu'il vaut mieux qu'il ne soit plus là plutôt qu'il soit là, mais pas totalement comme il l'a été jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est ce qu'il faut voir de positif. Et après, on a eu une chance inouïe, c'est que au moment où Chloé et moi, quand Jed nous a annoncé ça, mon frère et moi, en fait, on a dit, ben, on arrête, en fait. Il y avait une déception humaine. On sait que la musique, elle peut être faite avec tout le monde. Chacun d'entre nous, on est tous remplaçables, en fait. Enfin, pas remplaçables, mais en fait, tu vois, Je comprends. voilà. Mais nous, voilà, on s'était dit, ben non, c'est pas possible de faire ça. Voilà, ça casse quelque chose. Et donc, on s'est vraiment dit, dans les 10 minutes qui ont suivi, ben on arrête en fait. On a eu ce truc-là, c'est pas possible, on arrête. Et c'est Vincent et Romain Ils vous ont on s'est présenté dit, un guitariste. ouais, et oui, et qui nous ont dit, non, il est hors de question, mais vous êtes fous, vous allez, Domi, tu vas mourir si tu arrêtes, tu vas mourir, c'est ta vie qui est là. Si, alors, Vincent, il a eu des mots qui m'ont énormément touché, puisqu'en fait, il m'a dit, le jour où le groupe s'arrêtera, c'est quand quand toi tu arrêteras. Et j'ai trouvé que c'était très humble de sa part, puisque moi, je considère qu'on est tous importants. Et lui, ces mots m'ont fait comprendre qu'en fait, ben, qu'il avait besoin aussi, lui, de continuer, qu'il avait ce besoin et qu'il avait raison. Il y avait on pouvait pas arrêter en fait. Je crois que c'était là au fond du trou, on s'est dit ben il faut arrêter, mais c'était pas possible. Et par contre, on a eu une chance inouïe, c'est que Romain nous a dit vous en faites pas, moi je connais quelqu'un. Euh, et là, sincèrement, on n'y a pas cru. Avec Claude, on s'est dit c'est pas possible. Et, dans les 10 jours qui ont suivi, puisque je crois qu'il y avait une nécessité, puisque là, nous, je pense qu'avec l'eau, on était en train de dépérir totalement. Il y avait une nécessité à rebondir très vite. Et Romain est arrivé donc avec Arnaud. Et là, ben, quand on a vu arriver Arnaud, on a senti comme une évidence, comme quelque chose de magique aussi. On s'est dit, ben, on, Ça va on le a, on a faire. senti de suite, mais sincèrement, dès les premiers mots, euh, on a senti qu'il y avait, ben, qu'on pouvait renouer quelque chose avec un autre être humain, et de différent, certes, mais voilà, qui pouvait être aussi, qui pourrait, alors on ne sait pas, je peux pas, du coup, j'ose même plus présumer sur l'avenir, hein, puisque je me, j'ai été présomptueux, j'ai pensé qu'avec Jed, on passerait toute notre vie ensemble, et ça n'a pas été le cas, donc voilà, je ne veux pas présumer de l'avenir, mais là, ben, je me suis dit, voilà, c'est vraiment possible, et puis Arnaud est arrivé avec sa fougue, parce qu'en fait, il est plus jeune que nous aussi. Il est arrivé avec un enthousiasme débordant, avec ses particularités aussi. Donc c'était intéressant. Il y a de nouveaux horizons qui aussi, enfin, de nouvelles façons de. Je sais que je vais envisager les choses différemment aussi à l'écriture, parce que quand j'écris, je pense systématiquement à mon frère, à Vincent, à Romain. Et là, je sais que je pense à quelqu'un. Il y a de nouvelles couleurs
qui s'ouvre à nous. Et en plus, quand on a la première répétition, en fait, donc elle a été très rapide. Mhm. Arnaud, enfin, juste en 2 mots, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous retrouvés, voilà, Arnaud s'est branché, et là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu veux qu'on voit quel morceau? Genre, je savais qu'il avait travaillé sur Dieterbaum, chez lui, et je lui ai dit, tu veux qu'on voit quel morceau tu as envie qu'on essaye en priorité? Et il me dit, ben écoute, on attaque par le premier, et on les fait tous. Là, je me suis dit, mais C'est un il y fou. avait là, qu'est-ce qui est c'est pas normal. Bon, ok, bon, ok. Ben écoute, on attaque par le premier. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enchaîné tout l'album sans interruption. Et là, c'était que des regards et des sourires avec Arnaud. Et on se regardait tous et on se disait, mais il est en train de se passer quelque chose d'assez Étrange. inattendu, hein, Mhm. voilà. Et on a enchaîné tout l'album. Il a il s'est trompé sur un morceau, il s'est gouré un petit peu dans la structure et il s'en est aperçu dans les 2 secondes qui ont suivi. Il s'est rattrapé et il a récupéré l'histoire en route sur 45 minutes de musique. En fait, il nous a fait ça. Alors, avec des particularités aussi. Il y avait pas la couleur de gêne, mais il y avait une autre couleur. Et il nous a littéralement bluffé. Et là, on s'est dit, ben oui, c'est vraiment possible en fait. C'est vraiment possible. Et donc Arnaud en fait, il s'appelle Arnaud Béné. Euh, Mon frère a eu très vite ce bon mot. Il nous a dit c'est Arnaud Bénédiction. Euh, et, euh, et voilà. Et depuis, bah, il y a eu pas mal de répètes ensemble. Et voilà. Alors on apprend à se connaître. Mais alors humainement, il s'est passé quelque chose de très fort. Musicalement aussi. Là maintenant, on prend nos marques. Mais on était prêt à monter sur scène en fait. On est Bon. déjà prêt. Justement, on va parler de scène. J'ai relu justement ton mail de juillet et dans ce mail, tu disais attendre avec impatience le retour de la tournée, enfin, des concerts, la reprise de la tournée. Et on est en octobre et l'avenir ne s'annonce pas brillant. Pas Non. brillant du tout. Alors, comment tu vis la situation où tu me parlais de 50 dates annulées déjà? Ouais, ouais, c'est un petit peu moins enfin, c'est un petit peu moins c'est une quarantaine de dates, mais j'ai peur que ça continue, en fait, et qu'on va continuer à additionner, qu'on va très vite arriver aux 50 et peut-être plus. Euh, Parce que là, on devait jouer la semaine prochaine. On avait, on avait un concert qui avait résisté et il a été annulé il y a 2 jours. Enfin non, il y a 2 jours depuis l'allocution présidentielle. En fait, voilà, il y a eu des changements. Les préfets ont pris de nouvelles décisions et du coup, ben, le concert est annulé aussi. Donc, euh, et là, on commence même à nous parler. Notre tourneuse anglaise nous commence à nous dire, bon, ben, j'ai très peur pour la tournée de mars 2021 qui a déjà été reporté 3 fois, puisque quand la tournée de mars dernier a été, enfin, quand on est rentré in extremis d'Angleterre, euh, elle a reporté les dates, elle est arrivée à reporter une majorité des dates dans l'été. Dans l'été, forcément, elles ont été réannulées, elles ont été reportées par sécurité, elle les a pas reprogrammées à fin 2020, elle les a reprogrammées en 2021. Elle est arrivée à faire ce gros travail, puisque c'était quelque chose de pas facile aussi. Et voilà que là, tout est remis en cause. Bon, j'ai pratiquement la certitude qu'elle ne se fera pas non plus. Euh, et ça, en fait, c'est la chose la plus dure c'est vraiment la chose la plus dure à vivre, c'est-à-dire ne pas avoir de perspective sur. Je veux pas trop me plaindre parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent des choses encore plus graves que ça, mais et qu'on est tous un petit peu qu'on vit un petit peu tous la même chose, à avoir cet avenir trouble. Mais c'est vrai que là, c'est très perturbant en fait. Euh, je reste, on reste très optimiste. Enfin, j'essaie de me dire maintenant qu'il y a plein de choses et profiter de ce temps-là pour faire d'autres choses, enfin, pour faire de nouvelles choses. J'ai déjà commencé, mais
Donc je vais pas m'effondrer pendant si les dates si les concerts ne reprennent pas de suite. Euh, mais mais je dois avouer que c'est très frustrant et très flippant aussi parce qu'on commence à entendre plein de choses. On commence à dire que là, on entend pas avant l'été 2021, puis je commence à entendre aussi des gens qui disent pas avant 2023. Euh, il y avait Drouot qui est, je crois qu'il y a eu un article là ces jours-ci sur Drouot qui est un des plus gros tourneurs français qui disait, qui disait justement ça, qui pensait que la situation ne viendrait pas à la normale avant 2023. Mais je trouve ça tellement inenvisageable en fait d'être privé de scène et de ce contact dont on a besoin nous en tant que musiciens. Euh, Qu'il y a une petite déprime à l'intérieur, même grosse. Mais Il y a, tu me disais justement que donc, tu avais du temps pour écrire. On a préparé cette interview, on a échangé des mails et tu me disais, je te cite, je suis dans une phase d'écriture qui me prend énormément de temps. Justement, j'ai envie ouais. de savoir de quoi tu parles. Tu parles de la situation, c'est vrai que la situation est totalement inédite, incroyable. On n'aurait jamais imaginé ça en février. Alors qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire au niveau de futurs textes pour un prochain album? Ouais, alors ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que tout d'abord, bon, le premier confinement qu'on a vécu, euh, je pense comme beaucoup de gens qui écrivent, en fait, j'ai été littéralement vide, sec, complètement. Même si ça n'a pas été. Alors moi, j'ai une sinouille, hein, c'est-à-dire que j'ai été confiné avec une jolie femme qui est ma femme, avec mon fils aussi, j'avais la chance que mon fils soit avec nous. Euh, ben, ça a été des moments privilégiés, donc j'ai pas souffert de ce moment-là. C'était aussi un beau moment, paradoxalement, mais il a été impossible, malgré tout ce temps libre, d'écrire le moindre mot. Euh, J'étais littéralement vide à ce niveau-là. Je pensais que, surtout, je ne voulais pas écrire aussi sur ce qu'on était en train de vivre. Euh, je pense que certains l'ont fait. J'ai entendu des gens qui ont écrit euh, très rapidement sur cette période. Et, j'ai pas aimé, j'ai pas véritablement aimé ce que j'ai entendu en fait, parce que c'était souvent quand on vit quelque chose au moment, si on parle de ça trop rapidement en fait de ce qu'on vit, on a tendance à le faire peut-être un peu trop au premier degré et du coup il y a du pathos, il y a des choses comme ça Et de la dont je me suis colère. pas ouais exactement. Et du coup, moi, c'est une période dans laquelle je suis vraiment pas arrivé à écrire. D'un coup, comme je te disais, j'ai eu cette crise d'écriture ces derniers temps. Euh, et je n'ai. Alors, à aucun moment, j'ai écrit sur le. Consciemment, j'ai écrit sur ce qu'on était en train de vivre, sur le virus, sur le confinement, sur les angoisses du truc. Mais alors, avec des chemins détournés, je m'aperçois à l'intérieur de tous les textes que j'ai écrits, euh, eh ben, on peut aller y piocher ces trucs-là. Mais j'ai jamais pris mon stylo en me disant je vais écrire sur ce qu'on est en train de vivre. Mais en fait, ça y est inconsciemment, ça se retrouve à l'intérieur. Alors souvent de manière détournée ou pas forcément, parce qu'après une fois qu'on le sait, on les voit les choses évidentes. Mais moi, je les ai pas écrites. C'est mon inconscient sans doute qui a parlé. Euh, donc oui, sans doute j'ai écrit sur cette période-là et ça m'a beaucoup nourri sans doute pour écrire. Euh, Là, j'ai fait lire, voilà, autour de moi, tout le monde a lu, donc tout le monde se sent en adéquation avec les mots, mais voilà, c'est étrange. Ça parle de ça sans être, sans avoir été
euh, sans que ce soit véritablement nommé, sans que j'en sois conscient aussi. Mais ça parle de plein de choses, hein. Du coup, je pense qu'il y a eu, voilà, encore une fois, l'histoire du trop-plein, en fait. Ben, il y a tout il y a tout qui sort. Et je pense que l'écriture, c'est un moyen de se délester Mhm. aussi de certaines choses. Ça, moi, ça me permet d'aller mieux. Je m'en aperçois de plus en plus. Euh, D'aller bien, en fait. Je suis quelqu'un qui va très bien, hein. Mais je pense que je crois que ça m'aide aussi. Voilà, l'écriture m'aide à aller bien, sans doute, à avoir de la sérénité. Super. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as Ouais. un message que tu souhaiterais faire passer à tes fans? Euh, Le mot de la fin. ouais, Je te le laisse. ouais, je pense que j'ai beaucoup dit ce que je voulais leur dire à l'intérieur de cet album, hein, de Dieter Bohn. Euh, mais il y a une évidence, c'est que là, eh ben, il nous manque grandement, et là, j'inclus véritablement Vincent, Romain, Claude et Arnaud maintenant, euh, parce que je sens presque encore plus de frustration de leur part. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir ce contact toujours avec l'écriture, le fait de pouvoir continuer à m'exprimer. Et puis, il m'arrive de converser beaucoup à travers la boîte mail aussi. Je reçois beaucoup de messages, donc j'ai ce contact. Euh, et eux, je sais que la période est encore plus difficile pour eux. C'est-à-dire que là, moi, je suis dans une phase de création, donc j'ai toujours cette flamme qui est allumée. Mais pour eux, je crois que c'est encore plus dur parce que j'imagine qu'ils ont encore plus besoin de la scène que moi. Euh, donc, voilà, je pense que ce soit à eux comme à moi, ben, nos fans, en fait, les spectateurs, en fait, tous les gens qui viennent nous voir sur scène, eh ben, il nous manque, euh, c'est, je sais même pas comment, J'imagine. voilà. Et donc voilà, ben, j'espère juste une chose. Le mot que j'aimerais, ben, c'est que ben, c'est tout ça, que la vie reprenne un petit peu son cours. Alors peut-être qu'on ira sur scène dans des conditions dans quelques temps, même peut-être un petit peu bizarre. Ça a failli se faire là, avec des masques, avec des distanciations sociales, assis. J'avais sincèrement peur de ces instants, en fait, de me retrouver dans d'autres conditions. Mhm. Alors que ces dernières années, on vit de plus en plus quelque chose Le qui, fusionnel. voilà, de très chaleureux, et on sent de plus en plus le retour. Et puis, moi, j'ai besoin de voir les visages, j'ai besoin et là, j'avais peur de cette rencontre différente, en fait. Et ben, du coup, j'ai pas pu exorciser cette peur-là parce que ben, les concerts là ne se feront pas. Il nous reste un malheureux concert en Espagne au mois de décembre qui n'a pas encore été annulé, mais je me fais tellement pas d'illusions voilà, que j'ai peur que ce soit voilà, qu'on puisse se retrouver que dans quelques temps. Et j'espère que ce sera le moins loin possible dans le temps. Voilà, et que il nous manque énormément. Bon, en tout cas, merci Dominique pour cette interview, ce temps passé, le temps que tu nous as consacré. On te souhaite bien sûr, ainsi qu'à tes collègues, le meilleur pour l'avenir et surtout bah, vous revoir très vite sur scène. Entre-temps, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Et merci à Merci. Bonne toi. soirée à toi aussi. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Dominique. À bientôt. À bientôt. Au revoir.